Ça y est, nous sommes de retour pour la 38e émission de Bug. Oui, on a eu quelques soucis juridiques, on ne vous le cache pas. Nos avocats ont été sur le coup, notre avocat d'ailleurs, on appelle Grumpy Seb dans le métier, un véritable un ténor du barreau, qui s'est dépêtré de tout ce qui nous était reproché. D'ailleurs, on ne sait toujours pas à l'heure actuelle ce qui nous était reproché, mais bon, si vous avez suivi l'affaire, on a été un peu supprimé, la 37e émission a été supprimée de la chaîne YouTube. Mais après un long combat, elle est de retour, on ne sait pas pour combien de temps, mais on l'espère maintenant de façon définitive. Et donc nous voici avec la 38e émission, il s'est passé pas mal de choses entre temps. Alors Bug, c'est le podcast sur les séries télé et le 7e art, le cinéma. On essaie d'en parler de temps en temps. Je suis Alphonse Dadet, je suis le MC de cette émission et je suis accompagné de deux grandes voix aussi du podcast français francophone. Nous avons d'un côté, outre-Kiévrin, notre ami Seb. Salut Seb. Je peux le dire ça? D'accord. Bonjour. Salut. Et nous avons de l'autre côté de la France, du Rhin, nous avons Bastien, le français. Hey, salut. Ouais, désolé pour ce manque de punch. Hein. De toute façon, je peux pas vous mentir. Hein. Vous devez ressentir un petit peu les sanglots dans ma voix. C'est un petit côté tristoun, c'est vrai. Mais j'ai beaucoup réfléchi depuis la dernière émission de Bug. Des doutes, des remises en question sur tout ce qui se dit sur nous. Parce que tu l'as dit, on prend quand même beaucoup quand même maintenant. Et on essaye de nous faire taire. Et c'est pas facile tous les jours. Et puis surtout se pose toujours le problème du nombre de vues de nos podcasts. Sommes-nous des incompris ou faisons-nous tout simplement de la merde? Telle est la question. Un jour, qui sait, quelqu'un retrouvera peut-être nos podcasts dans les fins fonds de YouTube, dans les tréfonds du web, et on parlera de nous comme un trésor caché, ou pas, hein, mais en attendant, ce show must go on, les gars. Effectivement. Et donc on va faire une émission 100% consensuelle. Nous allons dire que des choses gentilles et sur que des films que nous avons adorés. Évidemment. Et sans musique, bien entendu. Et donc ce soir, un programme avec que des films qu'on adore. Seb va nous faire un très grand film qui a été présenté au Festival de Cannes. Exactement, 2014. On peut le dire maintenant, voilà. Donc on fait dans le cinéma d'auteur respectable. Et Bastien nous fera sa petite chronique habituelle de son pot pourri, de ses derniers visionnages, voilà. Et puis il y aura peut-être encore un petit jeu à la fin et d'autres choses. Donc on commence tout de suite avec toi Seb et vas-y, révèle-nous ce film grandiose. Attends, ça aussi je peux le dire? Ça va, y a pas de problème avec les mots? D'accord. Je consulte mon avocat au cas où, hein, j'ai pas envie d'avoir des problèmes encore. Donc si je vous dis Grosse Quéquette et Neil Young en karaoké, vous me dites Expendables 3, bien entendu, présenté au Festival de Cannes, ce qui est complètement logique. Donc, connaissez-vous l'histoire de Sylvester Stallone qui, starifié, commence à faire n'importe quoi et enchaîne les bouses irregardables et indéfendables, même aux yeux de ses fans les plus psychotiques, dont nous faisons partie. Absolument. Et bien cette histoire se répète. Ça s'appelle Bullet to the Head, Grudge Match ou encore Escape Plan. Et c'est très mauvais. Alors dans la filmo de Stallone, c'est pas si impressionnant que ça, car il y en a eu de la merde. Mais ceux que je viens de citer, ils arrivent après un retour en grâce totalement inattendu de sa part, et pourtant il l'a fait, envers et contre tous, mais visiblement, le succès ça lui monte vite à la tête. Donc après les retours en grâce de Rocky Balboa et John Rambo, c'est un certain cinéma d'action que voulait revenir Stallone. Grand bien lui fasse, même s'il est bancal, le premier Expendables avait le mérite d'aller au bout de son idée, et à Stallone de prouver qu'il était toujours au-dessus de toute la nouvelle génération d'action stars. Puis arrive le premier signe de faiblesse, Stallone délègue. S'il n'a jamais été un excellent réalisateur, Stallone a au moins le mérite d'être plus doué que Simon West. Conner, c'était en 97, depuis... Oula. Voilà quoi. Mais malgré le fait que Expendables 2 souffre de ce gros problème de réalisation, on va pas se mentir, c'était quand même très moche à regarder, le film était mieux construit que son prédécesseur et même beaucoup plus fun. Du coup, à l'annonce de l'arrivée de Patrick Hughes, dont je vous recommande l'excellent Red Hill, à la réalisation de ce troisième opus, on pouvait espérer combiner les deux, un film jouissif et bien réalisé. Alors qu'en est-il ? Eh bien, Expendables 3 est définitivement le film le mieux shooté de la franchise. Mieux, c'est même le film le mieux shooté où apparaît Stallone depuis son retour en grâce en 2006. Par contre, au niveau fun et jouissance, putain, on repassera. Non, le concept d'Expendables n'est pas déjà à bout de souffle. C'est juste que ce troisième opus est tout sauf ce qui est supposé être un Expendables. A la base, il s'agit de réunir un casting poids lourd pour un baroud d'honneur avec une jeune génération qui avait déjà fait ses preuves, donc pas des jeunes comme présentés dans cet opus,
Un passage de relais en quelque sorte, l'autre point essentiel étant de faire un film d'action qui ne se prendrait jamais au sérieux et où la violence et le sang n'auraient d'égal que le tour de bras de son casting. Pas spécialement compliqué à faire en somme, sauf que Stallone, il veut ratisser large. C'est un peu une pute, mais très large donc. Il veut séduire un public qui n'est pas le sien, un public friand de quelque chose qui ne ressemble pas à Expendables. En clair, il tente une absurdité. Et pour ce faire, il livre un film PG-13 en lieu et place du R voulu. Pour expliquer ce choix, Stallone invoque l'excellence des films d'action qui se font aujourd'hui sous cette classification. Le bourg va jusqu'à citer Skyfall. En gros, c'est comme s'il comparait Cobra, chef-d'œuvre de George Cosmatos, à Hit de Michael Mann. Une autre absurdité. D'ordinaire, moi je demande pas des geysers de sang dans un film. Mais là, on parle d'un Expendables, putain, c'est le propre du projet. S'il n'y a pas de trip à l'écran pour accompagner l'improbabilité de la scène, et pour celui-ci, on parle d'un immeuble truffé de C4 qui se fait canarder de partout sans que jamais rien n'explose, c'est peine perdue. Et du sang, vous en verrez jamais, il n'y a pas une seule goutte dans ce putain d'Expendables 3. Le pire, il existe une version unrated. Et c'est pareil, t'as toujours pas de sang malgré le terme unrated, c'est dingue. Pour le reste, il n'y a pas grand chose à dire, Pour te dire, malgré ces 2h06 au compteur et 2h11 pour la version longue, putain quoi, Sly, t'as cru que t'avais une histoire à raconter. Je peux pas dire que le film soit particulièrement ennuyeux, à part des gros longs tunnels de dialogue où t'en as rien à foutre, qui sont juste presque omniprésents. C'est juste que le truc se déroule sous nos yeux sans qu'on s'y intéresse vraiment, et le pire c'est qu'il le fait en se prenant très au sérieux. La première demi-heure crée l'illusion grâce au talent de Hughes, mais l'action est déjà garantie sans violence graphique et surtout vite expédiée, et avec des CGI absolument dégueulasses d'ailleurs. Après ça, en dehors de 2-3 blagues, c'est une histoire très premier degré qui nous est racontée. Comme il n'y a pas une seule gerbe de sang ou autre explosion de corps pour nous faire rire, les choses ça devient vraiment très très lourd quoi. Alors, on pourrait se raccrocher au casting qui se veut toujours plus grand. C'est vrai. Sauf que le film n'essaie même pas de le gérer, ni lui ni son taux de présence à l'écran. Ici c'est l'anarchie la plus totale. Terry Crews par exemple, il est dans un laps de temps égal à celui de Jet Li dans le précédent volet, et ce dernier ne rejoint l'histoire que pour 3 pauvres minutes à l'écran, dont 2 pour subir des blagues sur sa taille, déjà éculée depuis le premier Expendables. Arnold est un poil plus présent qu'auparavant, mais ses apparitions consistent à le voir fumer un cigare en tapant la causette avec Sly. Faudra attendre la fin du film pour le voir un peu tâter de la gâchette, ce qui rappelle étrangement Escape Plan. Quant à Harrison Ford, il est là pour remplacer au pied levé Bruce Willis, dégagé par Stallone pour réclamer trop d'argent. Mais bon, tout cela n'a que peu d'importance, puisque passé la première demi-heure, Stallone, qui se balade avec Kelsey Grammer pour ajouter un peu de classe au casting, part pendant une grosse dizaine de minutes faire du recrutement. Car les vieux, c'est sympa, mais putain, ça sent la naphtaline ce truc-là. Du coup, on va chercher du côté de Twilight et autres pour faire genre ratisser large, je disais. C'est bien sympa d'inclure Ronda Rousey dans l'affaire, car elle est aussi jolie qu'elle sait donner des coups de tatane, mais niveau jeu d'acteur, c'est tout de suite une autre histoire. Ce qui est très embêtant pour un film, vous en conviendrez. Du coup, ceux qui voulaient qu'elle soit Wonder Woman, on va se calmer les mecs, vous êtes complètement tarés. Mais enfin après, tu vas me dire que Gal Gadot c'est pas non plus terrible niveau jeu d'actrice. Mais bon. C'est son physique. Oui voilà. Mais le pire dans les nouvelles recrues est bien entendu le vieux qui veut faire jeune. J'ai nommé Antonio Banderas. Faudra m'expliquer à quel moment ce mec a été une star d'action quoi. Le moment le plus embarrassant du film via un cabotinage absolument insupportable. Puis au milieu de tout ça flotte l'aura d'un acteur, un vrai. Le genre qui n'a pas besoin de dialogue pour exister car son charisme fait tout le boulot. Mel putain de Gibson écrase tout le monde. Le problème, comme le reste, l'écriture, son personnage passe la majorité de son temps à marcher et à parler. Et c'est à peu près tout. Bref, va falloir attendre. C'est Aaron Sorkin qui a écrit le film. Ah putain, j'avais la même. Allez vous faire enculer, Aaron Sorkin, il est formidable. Bref, il faudra attendre 1h10 de film pour en arriver au point initial de Expendables 2, là où il n'avait suffi que de 30 minutes à celui-ci. Ici, au lieu de tuer un membre de l'équipe, ce sont plusieurs membres qui se font kidnapper. Le petit jeune, évidemment, c'était bien la peine de les ramener. Ainsi, on fait revenir les vieux et après 1h30, 90 putain de minutes, on peut enfin lancer ce pourquoi on est venu voir le film. De l'action. Et si à ce point de la critique, vous vous demandez pourquoi je n'évoque pas Dolph Lundgren, Randy Couture ou Wesley Snipes, c'est parce qu'ils font majoritairement de la figuration. En gros, il n'y a rien à dire puisque le film lui-même n'a rien dit sur eux. Ah si, pardon. Wesley essaie d'imposer une catchphrase minable qu'est jingling jingling.
Il le dit tout le temps et c'est franchement pathétique. Jingling, jingling. Il le prend très au sérieux. Hein. Les mecs, je suis sûr qu'ils se sont dit ça va être le yippee de 2014 quoi. Wow. Quoi qu'il en soit, nous y sommes, le fameux morceau de bravoure du film, 20 minutes à base de tanks et autres hélicoptères détruisant un immeuble avec nos Expendables à l'intérieur, suivi d'un face-à-face final Stallone-Gibson qui durera moins de 2 minutes. Comme si Stallone avait décidé d'aller au bout de sa logique de frustration, car encore une fois, pas une goutte de sang ne sera déversée. Et je rappelle donc que les tanks et les hélicoptères, ainsi que 200 mitraillettes, ça tire partout sur le building qui est truffé de C4, et le C4 n'est jamais touché. Il y a vraiment des gens qui sont chanceux sur cette terre. Alors certes, cette dernière demi-heure est très plaisante à regarder, hein, mais c'est jamais vraiment jouissif. En fait, c'est lambda. Aussitôt vu, aussitôt oublié. Alors oui, les 2 précédents volets ne volaient pas très haut, mais au moins ils permettaient aux spectateurs de ressortir de la salle le sourire aux lèvres. Ici, des génériques de fin entamés, tout est déjà oublié. C'est en fait la scène finale du film qui explique tout. Comme Stallone l'avait fait avec Rocky 3 et son histoire de boxeur civilisé, je me permets de vous envoyer sur ma chronique de la saga Rocky, que je mets en lien dans la description. Inconsciemment, Stallone admet les choses. Les jeunes recrues, évidemment sauvés, retrouvent les anciens dans un bar, puis se lancent dans un karaoké sous le regard amusé de Stallone. Jason Statham, lui, est d'abord plus que perplexe, puis voyant le léger sourire sur le visage de son ami, laisse apparaître le sien. Stallone, lassé j'imagine, nous présente donc l'avenir du cinéma d'action. Quelque chose d'aseptisé pour plaire au plus grand nombre, avec de jolies belles gueules, loin d'être ce que l'on aimait en grandissant. Et il aurait été fort appréciable de laisser Neil Young en dehors de ça. Stallone aurait dû le savoir, la jeune génération viendra à lui à travers l'ancienne. Nous qui avons grandi avec ces films passerons l'héritage à nos enfants et les jeunes membres de notre famille. Nul besoin de se prostituer pour obtenir leur faveur, ça n'aidera pas. Malheureusement, le mal est fait, on appelle ça un gâchis. Jingling, jingling. Et oui, mais Festival de Cannes quand même. Hein. Bah Alors, oui, classe, bravo, classe. Bravo Gilles Jacob, excellent choix. Voilà. Faut quand même le signaler. Et c'était pas une production Netflix. Et au passage, c'est pas le pire film qu'il y a eu à Cannes. Bien sûr que non. C'est même, je pense, dans le top 50. J'exagère un petit peu, mais c'est l'idée là. Bastien, ton avis sur Expendables 3? Bah, je l'ai vu et Seb m'a rappelé qu'Harrison Ford était dedans, j'avais totalement oublié ça. Et en fait, ça m'a rappelé aussi que je crois qu'à l'époque, quand on savait pas trop qui allait le réaliser et qu'on savait que Mel Gibson allait jouer dedans, il y avait une rumeur comme quoi c'est lui qui aurait pu le réaliser et ça aurait donné si ça avait été ça. Et finalement, on s'est tapé Patrick Hughes ou je sais pas quoi là. Ouais, c'est ça. Et c'est bien dommage. De toute façon, toute la saga est assez décevante, mais le 3e, effectivement, était plus catastrophique. Bah d'ailleurs, il se serait arrêté là. Hein. Depuis, bah, ça cause quand même d'un 3e. D'un 4e. D'un 4e, oui, et d'une série télé, et du Expendables avec les meufs. Ouais. Ah oui, voilà, que du bon en fait. Mais ouais, c'est une saga que. Bon, en même temps, ils les ont enchaînés quand même. Hein. Les 3 ont. Ils sont sortis avec 2 ans de différence chacun. Ah, c'est ça, ouais, c'était vraiment la rafale quoi. Et ça s'est senti assez rapidement. Hein. C'est dans quel volet le fameux combat Dolph Lundgren-Jet Li? Dans le premier ou dans le second? Dans le premier. Ah, c'était absolument horrible cette scène. Enfin, moi je me souviens particulièrement de ça. C'est bizarre, le film je l'aime bien. Mais le combat est absolument horrible. Horrible. Mais vraiment, dans la catégorie je sais pas filmer un combat, ça se plaçait là. Quoi. Ouais, bah écoutez, est-ce qu'il y a besoin de s'étendre plus sur Expendables 3? Je ne sais pas. On a parlé un peu du casting. Donc Mel Gibson à l'époque il commençait déjà à redresser un peu la barre au niveau d'Hollywood. Hein. Il commençait à revenir un peu dans les papiers de tout le monde. Petit à petit, ouais. Ouais, c'est ça. Il était au début de son chemin de croix, on va dire. Loli lol. Et il y a Wesley Snipes dans celui-là. Et bah putain, jingling, jingling. Et Harrison Ford, mais un jour on fera un spécial Harrison Ford pour dire que ce mec est probablement une des plus grosses arnaques du cinéma américain. Non, c'est Han Solo, et on t'emmerde. Bon bah voilà, bah écoutez, on peut quand même conseiller aux gens de le regarder, c'est pas trop, c'est pas du temps de perdu, plus que si, ça. quand même, hein. Bah, c'est vrai vous voyez les 2 premiers. Heures, plus de 2 heures, c'est quand même, faut quand même se farcir. En cookies, ça fait combien de cookies? Un cookies et demi, quoi. Oh putain, c'est quand même pas folichon. C'est vrai que c'est même pas le film qu'on peut regarder avec une pizza et de la bière, quoi. Non, vaut mieux regarder les 2 premiers, quoi. Dolph Lundgren était vraiment le point fort du 2e.
Le mec il s'éclatait et tu sentais que, je me souviens d'une interview de lui à la suite du premier Expendables où il est très conscient de sa carrière quoi, et il disait ouais c'est génial d'être de retour au cinéma et puis bon bah après je retournerai faire des DV, c'est pas grave, je m'en fous quoi. Là je suis en train de prendre mon pied et ça me fait super plaisir et puis voilà, si on me rappelle pour faire du cinéma j'y retournerai avec grand plaisir, mais là j'ai pas de problème. Et le mec je l'adore quoi, humainement quoi. Non, mais la plupart de ces mecs-là, je pense qu'ils sont assez lucides justement, et c'est ce qui fait un peu. Voilà, ils ont un peu roulé leur boss et tout. C'est ça, c'est que les mecs qui sont sevrés depuis 15 ans à faire des DTV tournés en Roumanie, en Bulgarie avec 3 francs 6 sous. Forcément, c'est sûr que maintenant, s'ils font un film à 150 patates avec des potes à eux, tournés en plus dans des endroits genre les Bahamas et compagnie, forcément qu'ils vont kiffer quoi. Mais ouais, je pense que c'est des bons gars et juste pour ça. On peut pas entièrement chier dessus. Et puis de toute façon c'est Stallone, merde, putain, Stallone. Ah oui, ça fait mal justement de le voir faire ce genre de conneries quoi. Mais alors du coup j'ai envie de vous poser cette question les gars, tout de suite à brûle pour point. Quel est le pire Stallone de sa carrière que vous ayez vu? Arrête où ma mère va tirer, c'est quand même bien placé quoi. C'est vrai que celui-là vient tout de suite en tête. Bon alors du coup je vais réduire à quel est son pire film d'action. L'expert c'était bien naze quand même hein. Ah l'expert est bien. Putain, ouais mais attendez, il y a une scène Sharon de douche avec Stone, Sharon ouais, Stone. mais bon, il y a plus de plans sur le cul de Stallone que sur Sharon Stone. Hein. Donc, Get Carter ou Detox, c'était. Detox, j'en ai aucun j'avoue. souvenir, j'aimerais bien le revoir en fait. Mais Get Carter, Ah, c'était oui. pas bon. Il y a Rona Mitra Ouais, par dedans contre. quand même, il me semble. Hein. Oui, Donc, oui, bon il y a point un pour truc ça. comme ça, ouais. Bon point pour ça. Par contre, je sais plus si j'ai déjà fait cette vanne dans l'émission, mais c'est quand même une de mes préférées sur l'expert. C'est que c'est quand même avec Psychose les 2 scènes de douche les plus célèbres du 7e art. Oui, oui, d'une certaine manière. Dans l'histoire alternative du cinéma, quoi. Exactement. Ouais, non, mais sinon, qu'est-ce qu'il a fait de pire? Moi, je sais que Daylight a énormément la cote. Alors que Moi, j'adore je- Daylight. j'écoute- C'est de moi, la merde, j'avais mais c'est bien. détesté. J'aime bien. Ah, je l'avais détesté, moi. Mais je l'ai pas revu depuis, hein, mais j'avais trouvé ça chier à l'époque. Cliffhanger, non, Cliffhanger, ça va. Cliffhanger, je pense que même si Mike Cliffhanger, Myers a c'est pris un mortel. sacré coup. Il a pris un sacré coup dans la gueule, mais il y a John Lithgow en méchant et c'est plutôt agréable. Docteur Lazarus. Il y a voilà Dr Lazarus dans Boukarou et ouais je sais pas. Bon après c'est effectivement si on compte les derniers là c'est Escape Plane et compagnie que je n'ai pas vu. Je pense que ça doit être aussi dans le bas du panier. Mais Cobra, on aime beaucoup Cobra. Parce que des films comme ça je pense qu'on n'en fait plus et c'est quand même bien dommage. Il faudrait qu'on fasse une spéciale Stallone, hein. Elle va durer 8 heures mais on n'aura jamais assez de temps pour déclamer tout notre amour pour ce. Ce serait surtout Ce super grand. intéressant de présenter ses premiers films à un public qui connaît Stallone uniquement à travers ses films d'action, genre les Faucons de la Nuit ou genre de trucs qui sont complètement passés sous le radar de 80% des gens qui parlent de Stallone. Fist, son film sur le syndicalisme américain. C'est- Bon, bah écoutez, on va passer à la suite de cette émission. La dernière fois, on avait fait un petit j'y crois pas. On va remettre ça, mais alors juste. Enfin, moi, j'ai qu'un film à vous proposer cette fois-ci, les garçons. Et d'ailleurs, je me demande si je l'ai pas fait le dernier coup. On va voir tout de suite. Hein, vous allez me rappeler, me rafraîchir la mémoire. Il va nous Est-ce qu'on sortir a- Predator. Non, Predator, je me souviens. Non. Le remake de Suspiria, est-ce qu'on en avait parlé? Suski. Non. J'en ai strictement rien à branler, donc. Donc, t'y J'ai crois pas vu l'original, donc j'ai pas le problème de cultissime. Je cultifie pas, je sais pas si ça se dit, l'original, donc je m'en bats les couilles de l'existence du remake. Mais est-ce que tu as regardé la bande-annonce? Non, même pas. D'accord. Bon. Alors, Bastien? Bah moi j'ai vu la bande-annonce et m'a donné carrément envie, mais après bon la bande-annonce de King Kong me donnait carrément envie et celle de Godzilla aussi et de Man of Steel aussi, donc Ah, il ne faut c'est pas bien. se fier à une bande-annonce. Bah là j'ai surtout vu les premiers tours et j'ai un peu peur C'est- du côté mover d'Aronofsky. Ouais, sans c'est gros. mi-figue, mi-raisin, hein, ces retours. Hein. Ouais. Y en a qui sont hyper dithyrambiques et d'autres qui trouvent ça hyper prétentieux et compagnie. Ça, ces histoires de films prétentieux et compagnie, j'ai toujours du mal à situer, mais pourquoi pas. Mais j'ai envie d'y croire. Je pense que Ouais. ce sera de toute façon beaucoup plus intéressant que 95% des choses que je regarde, donc Bah, je pense qu'effectivement, quand tu vois la bande-annonce, il y a quand même un petit peu plus de cinéma que, ne serait-ce que dans la bande-annonce de Predator. Ça me fait franchement mal au cul de dire ça, mais je crois que c'est le cas quand même. Hein. Tu sens que au moins il y a une lumière, il y a quelque chose. Après, c'est pareil. Bon, bah voilà, nous on est sur Suspiria, on est quand même un peu plus fan, même si moi c'est pas dans mon top 20 ever quoi.
peut-être dans mon top 50 et encore, je suis pas sûr, j'aime beaucoup, hein, mais c'est probablement celui que je préfère d'Argento, mais c'est pas un cinéma qui me parle plus que ça. C'est très baroque, c'est très foufou, et parfois il y a un peu trop de drogue pour tout capter. Mais bon, voilà, ça reste quand même un super film avec une ambiance de dingue. Et là, pour le remake, franchement, moi je l'attends plutôt avec bienveillance. Et bon, bah, même si le mec à la barre, quand j'ai capté que c'était le même que pour Call Me By Your Name, je vous avoue que j'étais un peu. Pourquoi pas, hein, mais j'aime bien les mecs Ah qui ouais, font donc j'ai pas envie de le voir. Oui, non, mais voilà, au moins c'est cohérent. Et après, ouais, il y a notre ami de Fifty Shades, Dakota, qui est là. Donc, est-ce qu'elle va lancer sa carrière d'actrice, on va dire, adulte, un peu plus sérieuse, avec ce remake de Suspiria, qui par contre, ce qui me fait peur, c'est que c'est sa durée, je crois, il est pas loin de faire 2h30. Donc là, par contre, pour le coup, garçon, j'espère que tu as quelque chose à raconter, quoi. Moi, ce qui me fait peur, c'est que c'est Tom York à la BO, et n'oublions jamais que Radiohead est le groupe le plus surestimé. Ta gueule. Oh là là. Là, non, je vais me mettre du côté de Seb, là, je peux pas. Non. Je l'ai fait exprès en plus. Bon, et bien écoutez, nous allons donc passer. Donc on y croit quand même à 2 contre 1 sur celui-là. Ça fait plutôt plaisir. On essaiera de le chroniquer lors de sa sortie. Celui-là, je me le réserve quand même. Je vais peut-être me déplacer mon gros cul dans une salle obscure pour y aller. Donc voilà, on passe au petit pot pourri de Bastien. Mais alors avant de commencer le petit pot pourri de Bastien, je vous rappelle que si vous avez eu le temps d'écouter la 37e émission, à la fin nous avons fait un petit jeu que Bastien a perdu. Suite à une magouille de Seb, d'ailleurs je pense que ça va se payer. Absolument pas, et c'est vous qui... c'est vous qui n'avez juste aucune culture, j'y peux rien. Donc il y a un petit handicap que Bastien va devoir faire pour cette chronique. On va commencer gentillet. J'ai consulté absolument personne, je suis le seul décisionnaire de ce petit gage. Il va falloir que tu places le mot concombre à un moment dans n'importe laquelle de tes chroniques. Ok, merci. Est-ce que tu t'en sens capable? Je vais essayer, hein, mais... Challenge accepted. Est-ce que ça aura une cohérence dans ce que je dis? Je ne sais pas. Ah, il faudrait quand même. Alors là, Alors, il a vas-y. un concombre dans la bouche. Oui, ah, je préférerais me mettre un concombre dans le cul que regarder ce film. Ça c'est accepté, par exemple. Voilà. Allez, c'est le pot pourri de Bastien, c'est parti. Ouais, vous êtes prêts pour le moment de grâce de Bug, le moment unique qui je crois que dans l'histoire du podcast, de mémoire, qu'on a assez peu vécu. Merci France Inter. Alors, je vais d'abord commencer par 2 films que je pense qu'on a déjà chroniqués, mais comme j'écoute pas trop ce que Seb dit, je me souviens pas trop. On va pouvoir en reparler. Mais en plus, ce qu'il y a, c'est que j'ai totalement vrillé, parce que ce sont des films que j'ai plutôt appréciés. Donc, Oula. donc, on va commencer donc par Deadpool 2. Seb, on n'a pas parlé, je crois. Si. Si, je crois qu'il en a parlé. Ou alors, ouais, c'était quoi, hein. Ouais, c'était avec Solo et... je ne sais Ah plus voilà, quoi c'est d'autre. ça. Et ouais, ce Deadpool 2, j'ai passé un bon petit moment à le regarder. Pour le coup, tout ce qu'on lui attribue, je l'ai plutôt ressenti, hein, ce côté un petit peu fun, même outrancier. J'ai trouvé que c'était assez trash des fois dans ce qui se passait, dans ce qui se disait. Du coup, j'ai pas trop suivi à partir de combien c'était interdit, tout ça, mais c'est un peu chaud quand même des moments, les allusions sexuelles, ce genre de choses. Ouh, Bastien, et tu deviens... Qu'est-ce qui se passe là? Parce que t'as un discours de petit vieux là. Oh, il y a des allusions sexuelles, ouh là là. C'est Charles Consigny. Ouais, voilà, exactement. On est devenu Alors, au NPC. Alors du coup après je n'ai aucun souvenir du premier film, mais j'ai souvenir que toi Seb tu avais dit que le deuxième, le problème c'est que c'était un petit peu la même chose que le premier, je crois. Il y a pas mal de gags Ouais. qui sont repris, ouais. Alors du coup ça me donnerait presque envie de revoir le premier, parce que j'étais peut-être passé un petit peu à côté, mais là ça m'a fait plus forte impression. Il y a une galerie de personnages que j'ai trouvé assez intéressante à voir, et puis une scène assez fandard où tu crois que l'équipe est réunie, et puis pour ceux qui ont vu le film, en fait, se font tous dézinguer du coup la séquence où ils sont censés Je t'avais spoilé se montrer ça, tous. Ouais. avec Brad Ouais, Pitt. puis du coup, avec Brad Pitt, c'est un gag effectivement extrêmement drôle.
Justement, le gag qui m'a fait beaucoup rire aussi, c'est quand il a plus de corps et puis qu'il a l'espèce de corps de bébé. Ça, c'est un gag repris du premier. Je me suis dit, effectivement, c'était peut-être déjà dans le premier, mais là, du coup, ça m'a fait plus rire. La bande originale est très sympathique aussi, il y a plein de trucs des années 80, 70. Donc, ouais, je me suis dit que c'était le genre de film, étant gamin, j'aurais pu effectivement le regarder plusieurs fois celui-là. Bah écoute, pour un film Marvel. Après, en continuant la descente aux enfers, puisque j'ai regardé Avengers Infinity War. Et pareil, forte est de constater que je n'ai pas souffert autant que d'habitude devant les Marvel sur celui-ci. J'ai trouvé ça même assez plaisant de voir toute cette galerie de personnages et de... Non mais on en fait trop là, on en fait trop pour YouTube là. Non parce que c'est pas possible. Là où c'est intéressant ce film, c'est qu'en fait, du coup, là on réunit tous les autres super-héros qu'on a vus dans d'autres films indépendamment. Et en fait, on ressent tout quand même l'univers à chaque fois différent de tous ces films qui s'imbriquent ensemble. Et pour le coup, il y a une différence entre chaque... quand tu es dans le monde de Black Panther, c'est pas la même chose que dans les films, je sais pas, Iron Man et compagnie. Et le film arrive à avoir cette ambition-là de garder quand même tout ce qui a été fait précédemment. Donc, ouais, j'ai trouvé ça... Après, je l'ai vu il y a déjà au moins 2-3 semaines, donc effectivement, j'ai déjà très peu de souvenirs du film en finale, qui m'a quand même bien lavé le cerveau. Mais je sais qu'en le regardant, je me suis dit que pour le coup, je passais plutôt un assez bon moment. La fin apocalyptique est assez osée, du coup, pour un film Marvel, même si effectivement... tout ça sera contrebalancé dans le prochain film et tout ça n'aura servi à rien. Mais au moins sur le moment, ça fait son petit effet. Donc j'ai trouvé ce Avengers Infinity War beaucoup plus intéressant que les autres Avengers qui avaient été faits et que paquet de films Marvel. Alors que le deuxième. Est-ce que j'étais dans un bon jour peut-être. Seb, tu souscris à ce que, enfin, même si tu en avais déjà Non, parlé, le deuxième est meilleur. Le deuxième est plus intéressant. Ouais. Là, c'est juste des petites scénettes, tu t'en fous un petit peu. Je l'ai revu, justement, depuis ma première chronique, et j'ai exactement le même sentiment que la première fois. Allez réécouter ma chronique, putain de bordel de merde. Après, il y a quand même un gros ventre mou, j'ai trouvé, je crois, vers le milieu du film. Parce que du coup, c'est quand même 2h30, je crois, au moins. Ouais. Mais ça partait bien. Après, du coup, c'est un peu... au bout d'une heure de film, en fait, tu t'es tapé 10 minutes de chaque super-héros, donc il s'est encore rien passé, mais... C'est... Ouais. T'as le temps d'éplucher un concombre, quoi. Il disait justement dans les... Je sais pas si c'est dans les commentaires audio ou quoi, mais le Russo disait justement, les réalisateurs donc, qu'ils avaient décidé exprès de faire un film qui, entre guillemets, racontait rien, parce qu'il y avait trop de personnages. Donc même eux admettent qu'il y a trop de personnages, finalement. J'ai l'impression que cette phrase, qui est censée être une explication de pourquoi le film ressemble à ça, pour moi c'est presque un aveu d'échec, quoi. C'est-à-dire on a raconté le moins possible parce qu'on avait trop de personnages. C'est un peu con quand même, ils le savaient, non? Bah oui, mais bon, enfin voilà. Fallait tous les mettre obligatoirement, donc il y en aura encore plus dans le prochain, puisque Scarlett Johansson... C'est ça qui est bien. Scarlett Johansson avait dit, pendant un long moment non, puisque 80% sont morts. En fait, à la fin du film, on se retrouve uniquement avec les Avengers du premier film. Tous les autres ont disparu. Et donc... Scarlett Johansson avait dit, quand ils avaient tourné le film, qu'elle avait fait une scène où il y avait 35 personnages présents sur le même plan, quoi. Donc on l'a pas vu ça dans le film. Et je sais pas du tout ce que... Parce que 35 personnages, pour moi, ça veut dire qu'on va avoir aussi des personnages à la con dont on se fout complètement. Genre Wong, par exemple, qui est au début du film et puis qui disparaît. Hawkeye. Quoi? Non, pas Wong Kar-wai. Pas le même. Non, Jeremy Renner, il va revenir, il va tuer tout le monde. Bah, Jeremy Renner, ouais, il va revenir dans le prochain. Oh. Et oui. Et il ne sera plus Hawkeye, il sera Ronin, normalement. Putain. Lisez les comics. Je suis largué. Oui. Il faut dire que le film est en plus très généreux. Du coup, il a dû coûter extrêmement cher, mais il y a quand même pas mal, effectivement, de scènes d'action et compagnie. Donc, t'en as pour ton pognon. C'est pas une arnaque totale, j'ai trouvé. Dit-il alors qu'il l'a téléchargé illégalement. C'est vrai. Oh. Ben voilà, on va être encore supprimé de YouTube, les gars. Bon, allez, on enchaîne. Vas-y.
Le troisième film dont je vais parler, ça s'appelle Downrange. C'est le dernier film de l'ami Ryuhei Kitamura, Oula, qui avait fait le très sympathique Versus. Et, ça remonte, hein. Bah ouais. Et après, qui s'est un petit peu perdu, plus ou moins. Dans Ah bah il d'autres a fait films. Midnight in Meat Train. Train. Ouais. Ouais. Et donc là, je sais pas si vous voyez c'est quoi ce Pas du tout. Downrange. C'est un film à concept en fait. C'est des jeunes qui sont en bagnole dans le désert et qui vont s'arrêter à un moment. Et en fait, il y a un mec qui est planqué derrière un buisson avec sa carabine et qui va s'amuser à les shooter, à shooter un de leurs potes. Et du coup, les autres vont se planquer derrière la bagnole. Et tout le film, ça va être ça en fait. Ça va être essayer de se barrer alors que le mec est toujours derrière son buisson, prêt à les dégommer s'ils sont. C'est comment ça s'appelle? C'est un remake du film de Joel Schumacher. Là, Oui, c'est un fun game, mais derrière une bagnole. game. Voilà. C'est un peu ça, effectivement. Donc, j'ai trouvé que le concept était assez sympathique, mais bon, comme vous l'imaginez, est très limité au final, puisque C'est clair. forcément, il y a une autre bagnole qui va passer à un moment ou à un autre sur cette route désertique pour qu'il y ait un petit peu plus de morts. Assez osé d'ailleurs, parce qu'il y a un gamin qui se fait buter. Ouh là là. Mais ouais, du coup, c'est quand même. Il fait 1h25, je crois, le film. Il reste une bonne partie derrière. Enfin, du côté de la bagnole cachée des personnages. Et puis il y en a un autre qui est planqué aussi derrière une espèce de buisson qui est pas très bien. Mais. Et c'est quoi? C'est une prod hongkongaise ou c'est. Enfin, japonaise ou c'est un. Non, là, c'est des Américains. C'est américain? Ouais. Et moi, j'ai été déçu en fait par la fin. Parce que si la fin avait été extrêmement forte et puissante, pourquoi pas? J'aurais dit le film est très intéressant, mais là elle est complètement con la fin. Je joue la balance ou? Vas-y, balance. Fais-toi Enfin, plaisir. moi personnellement. Ouais. Fais-toi Donc plaisir. à la fin, il ne reste plus qu'une nana qui se décide d'aller le fighter face to face, le mec avec sa carabine. Et en fait, lui il chope sa carabine au mec. Et du coup, elle lui défonce carrément la gueule grave, mais genre avec violence, quoi. On sent qu'en final, tout ce parcours l'a un petit peu traumatisée et qu'elle devient aussi elle-même un peu plus violente. Ouais. Et donc, à force de lui foutre des coups de crosse de fusil dans la gueule, en fait, malencontreusement, elle va tirer une balle sur elle-même. Et en fait, elle se tue. Et du coup, elle meurt aussi. Oh merde. C'est ballot. Oh merde. Et c'était un petit La vie et ses petites contrariétés. C'est quand même compliqué à gérer ce genre de scène parce que ça peut, sur le papier, ça peut amener quelque chose, hein, ça peut être Bah ouais. intéressant, sauf que à mettre en image, c'est quand même extrêmement évident que ça tourne pas à la pantalonnade cette histoire. D'ailleurs, Mais, c'était un bon gag, ça, enfin c'est pas tout à fait la même chose, mais c'était un bon gag dans le hors d'atteinte de Steven Soderbergh, je sais pas si vous vous rappelez d'un espèce de mec qui est un gros avec son pistolet et qui il court avec le pistolet et en fait il tombe, il trébuche ou je sais pas quoi. Et en fait, en tombant, il appuie sur la gâchette du flingue et se bute. Et là, le gag, par contre, était très bien, était très réussi. Et moi, ça me fait penser à ce genre de choses. Pas évident à mettre en image ce genre de petites séquences. Mais après, du coup, je vous le conseillerais un samedi soir avec une B-News, ce petit film, parce que vers la fin, il y a une séquence assez jouissive où en fait, du coup, il y a des flics qui arrivent et tout sur place. Et eux, ils ont l'artillerie lourde et tout, ils sont plusieurs et tout, et tu te dis. Ils vont s'en sortir face à un pauvre mec derrière un buisson et non, c'est lui qui arrive quand même à tous les niquer. Et le film est assez gore en plus, donc c'est assez C'est plaisant. Kitamura. Bah oui. Kitamura. Il y va pas avec le dos de la cuillère, le PPR. Donc une série B assez recommandable quand même. Hein. C'est pas une arnaque complète, un film à concept comme on peut les aimer. Et à la question Mais, Kitamura, tout le monde. C'est raciste. C'est ta mère qui est raciste. C'est sorti en DVD cette histoire ou Oui, c'est sorti en DVD. J'ai dû voir une pub dans Mad Movies ou un truc comme ça justement, et c'est comme ça que j'ai connu l'existence du truc parce que j'en avais pas du tout entendu parler. Il a pas dû sortir au cinéma par chez nous. Je pense que ça. Ah non, je pense pas. Alors répète le titre, c'est Downrange. Downrange. Ok. On enchaîne. La petite nouveauté, le dernier épisode de Sharknado a été diffusé il y a peu, et je vous avais laissé l'année dernière en bonne posture, puisque rappelons que Ian Ziering
rencontrait son fils venant du futur qui n'était autre que Dolph Lundgren. Ah merde, c'est vrai que j'avais dit qu'il fallait que je le regarde à cause de ça. Et donc là, quand même, la promesse de ce Sharknado 6, c'est que c'est le tout C'est le dernier. Et Voilà, c'est le tout dernier de la dernier. saga. Et donc là, le paquet a été mis. Bon alors, je dois vous dire déjà la grosse déception, c'est que Dolph Lundgren n'est pas du tout dans le film. Mais quoi? Putain. Ils l'ont remplacé? Même pas, en fait. C'est d'autres personnages qui incarnent son fils du futur. Et on nous explique pas trop pourquoi. C'est comme si Lundgren n'avait jamais existé. Hein. Oh là là. Donc grosse déception. Après, j'ai trouvé que le film était forcément beaucoup plus ludique que les derniers qui sont s'étaient tapés, parce que ne serait-ce que le concept de celui-ci est fort sympathique. Je vous rappelle qu'en fait, Ian Ziering va en fait aller dans plusieurs époques affronter du Sharknado, du requin. Les mecs sont enrôlés total. Donc ça commence à la préhistoire avec des requins, on va arriver au Moyen-Âge, on va arriver au western, dans le futur. Donc c'est assez plaisant de ne pas savoir où tu vas aller, dans quelle époque du film. Alors après, forcément, le film pique les yeux à chaque fois, puisque il n'y a pas une once de thunes, et ils en rajoutent en plus pour que ça soit bien ringard. Et le climax final est pour sa part extrêmement évoquant, puisque Ian Ziering est dans un espèce de tourbillon avec le Sharknado, et puis donc comme c'est un film sur le temps, tout ça, t'as des petites images qui passent dans le tourbillon, donc tu vois genre, je sais pas, une image de boxe pour rappeler Mohamed Ali, le combat, des trucs comme ça, des images de cosmonautes ou je ne sais quoi, qui sont greffés, donc c'est extrêmement laid à regarder. Le film est bourré de clins d'œil à Retour à le futur, encore une fois, dans des phrases ou autres, donc c'est très, très lourd à regarder. Les requins, on peut dire que pour celui-ci c'est vraiment un prétexte à chaque fois, hein. C'est quasiment pas du tout un film de requins, celui-là c'est vraiment un film sur le temps et compagnie, parce qu'à chaque fois donc il arrive dans une époque, il s'acclimate un petit peu parce qu'il faut quand même se servir du décor pendant un quart d'heure, 20 minutes, puis à 20 minutes voilà, t'as les requins qui arrivent et puis voilà, on les dépouille, puis on passe à une autre époque, quoi. Et alors si j'ai bien entendu, parce que je vais mentionner un autre podcast d'un collègue de Nanarland qui s'appelle Shark Parade, donc qui est entièrement consacré au film de requin, donc il a évoqué ce dernier Sharknado. Il y a des nazis dans celui-là. Il y a des nazis, tu confirmes qu'il y a des nazis? Non, justement il n'y en a pas. Alors c'est dans le 5 alors qu'il y en avait? J'en vois partout effectivement qui disent sur le 6 il y a des nazis et tout. Là je revoyais les articles, je me suis dit non, ça a été squeezé de cette version, ou je sais pas, il y a peut-être une polémique. Il y a plusieurs versions déjà qui se traîneraient. Parce que moi j'ai entendu parler de nazis, alors donc merde. Ça serait très décevant. Ou alors j'ai dormi pendant le film mais j'ai pas souvenir. Le problème de Sharknado, c'est que c'est toujours c'est typiquement le genre de film où c'est beaucoup plus drôle d'en parler que de le voir, hein. Faut être honnête, hein. C'est quand même pas assez chiant à regarder. En tout cas, je peux vous dire que le futur fait extrêmement peur, parce que du coup, en fait, le futur, ça ne sont que des clones de Tara Red en robot. Et Tara Red maintenant fait peur. Ouais, c'est ça. Tara Red maintenant, j'avoue que c'est moche. Moi, je le buzzerais bien. Vous n'avez aucune fierté. Faut dire que j'ai face à moi des photos de Tara Red qui datent. Attends, oui, non mais voilà. Je vais essayer de trouver Tara Red aujourd'hui. Enfin, entre ça et un concombre. Bastien, dépêche-toi, il va falloir le faire. Je le garde pour la fin. Ok, elle est un peu morflée, j'avoue. Ah, elle a grave morflé. Ouais. Mais du coup, la grosse guest star de cet épisode. Oh, elle est pas si grosse que ça, justement. C'est ça le problème. C'est Tori Spelling qui vient apporter sa petite tête. Donc, on rappelle que Ian Ziering jouait dans Beverly Hills et Tori Spelling aussi. Et donc, là, Tori Spelling fait la maman de. Jouer, c'est un grand mot. Ian. Ouais, qui fait sa Elle maman. fait la mère de Ian Ziering. Ian Ziering, ouais. Très bien. Et genre à la fin, quand ils se reviennent tous les deux, elle lui fait mais votre tête me dit quelque chose et tout. On s'est pas déjà rencontrés au lycée ou un truc comme ça. Ah, je déteste ça. Et là, Ian Ziering sort un petit truc avec la petite musique derrière pour faire pleurer. Parce que celui-ci est quand même très émouvant, hein, faut le dire. Il y a deux passages assez émouvants, donc celui-ci et puis le final, la toute dernière scène parce qu'on sent que du coup c'est un vrai au revoir, c'est le dernier épisode quoi. Donc un petit côté de Lost à la fin, j'ai trouvé.
Et donc ça serait vraiment effectivement l'ultime volet, parce que alors, si j'ai bien compris, Sci-Fi qui est derrière la diffusion de ces films va maintenant mettre en avant une autre de leurs séries de films de requins, où ils en sont déjà au 3e ou 4e volet, je crois, qui ça s'intitule Les requins. Alors ils ont commencé par le requin à 2 têtes, Ouais. après ça a été le requin à 3 têtes, là ils en sont déjà au 5, le requin à 5 têtes ou un truc comme ça. Donc, J'ai prévu de les regarder prochainement ceux-là parce que ça me fait tellement penser à South Park. Monsieur, madame les présidents du jury, je vous présente le macaque à 5 culs. Quoi. Exactement. Donc Sharknado 6, voilà. Bon, ensuite on enchaîne. Petite série de cet été que j'avais mis une petite pièce dessus et grosse déception au final. Yellowstone. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est une série avec Kevin Costner en star acteur et c'est écrit et réalisé par Taylor Sheridan, qui est un artiste, enfin un scénariste très prometteur et même réalisateur très prometteur puisqu'il avait fait Wind River l'année dernière. C'est pas lui qui était derrière Mud? Absolument avec, pas. Matthew McConaughey? Non. Non. C'est derrière Sicario, Comanchera et donc là qui a fait une série avec Kevin Costner en lead et ça fait 9 épisodes. Ça parle en fait ça se passe dans un ranch dans le Montana. Kevin Costner tient ce ranch, il a des terres que tout le monde veut un petit peu récupérer et compagnie, donc c'est un peu des histoires de politicard, de terrain, c'est une espèce de western moderne avec quand même il y a des guns et compagnie, mais pas trop non plus. C'est des histoires de famille parce que donc Kevin Costner est père de 3 à 4 gosses, donc tu les vois aussi, ce sont des personnages clé de la série. Et grosse déception au final parce que donc Taylor Sheridan, moi je l'aime beaucoup ce petit garçon, même si Sicario c'est pas forcément ma tasse de thé. C'est à cause du réel. Ouais, peut-être. Mais on sent que le mec est un putain de scénariste intéressant et tout. Et là, justement, la grosse faiblesse de la série, je pense que c'est le scénario. Parce qu'il y a des intrigues, je vais vous les expliquer après. C'est vraiment du porte-nawak complet. Puis au final, il y a assez rien de marquant dans la saison. Je pourrais pas vous dire, ouais, cette scène-là, elle était énorme, où il y avait de l'émotion. Ça passe pas trop, même avec Costner, qui est quand même. On pourrait faire quelque chose avec lui maintenant, je pense. Bah oui, quand même. Bah ouais, avec tout ce que ça peut évoquer. Et en fait, son personnage est plutôt un connard au final, donc t'as du mal à t'attacher à lui. Donc c'est un peu dommage. En plus, dans le casting, vous avez Kelly Reilly qui est le 3e rôle. Donc Kelly Reilly qui monte ses fesses assez régulièrement en plus dans la série. Donc, je vais quand même regarder donc. Quand j'aurai fini du Looming Tower, qui est excellent pour au passage. Mais ouais, donc il y a des intrigues, des moments qui sont comme ça, qui arrivent, mais tu comprends pas ce qui s'est passé, ça sort de nulle part. Donc t'as un personnage qui doit... parce que donc Kevin Costner a des espèces d'hommes de main qui font le sale boulot. Et donc à un moment il y a un ours qu'il faut se débarrasser de l'ours, donc ça à la limite pourquoi pas, parce que un ours c'est dangereux. Mais du coup dans sa quête de buter l'ours... dans la forêt, va trouver un moment en haut d'une colline, ouais, 2 touristes qui sont suspendus en fait pour échapper. Ils se tiennent aux dernières roches, quoi, ils vont se casser la gueule parce qu'en fait ils se sont cachés là pour pas que l'ours les bute. Donc lui, ouais, il faut que je les aide et tout. Il cherche une corde et tout pour aider les touristes. Et puis là, tu les vois, en fait, grosse panique. Le mec, en fait, c'est un mec et une fille, donc ils sont suspendus. Et en fait, le mec, genre, grimpe sur la nana pour survivre. Et donc la nana se casse la gueule. Et puis le personnage, en voulant sauver l'autre, ça va merder aussi, donc il se casse la gueule. Donc on sait tous que, en général, les chutes dans les films, c'est très moche visuellement. Là... ça ne s'est pas arrangé, tu sens carrément l'écran derrière et puis je sais pas, un vieux mannequin qui tombe tout droit. Putain, on est en 2018 et ça c'est toujours pas. Ouais. Et puis en plus, qu'est-ce qui est venu foutre ces touristes là, j'ai toujours pas compris. Ah, projet Blair Witch. Et ah non, c'est un chat, ne vous inquiétez pas. Et puis l'autre truc qui sort de nulle part, ce n'est pas un concombre, mais c'est donc ce personnage, donc il a fait tuer 2 touristes et il va être accusé du coup de les avoir tués en plus. Donc il se trouve dans de beaux draps et il va se faire emmener par une flic à cheval.
Et du coup, à un moment, il regarde la nana sur son cheval, la flic, puis il voit une mouche sur le cheval, puis il fait ah, c'est une mouche tsetse, enfin non pas tsetse, mais genre c'est une mouche dangereuse, faut la retirer, sinon le cheval il va pas être content. Puis elle lui fait non, mais arrête tes salades. Et du coup, bah là, qu'est-ce qui se passe? Le cheval se met à s'énerver, et donc là, le cheval part dans tous les sens avec la nana. Elle peut rien faire, quoi. Et donc lui il se dit putain, il faut que j'aille la sauver et tout. Et là, il retrouve la nana embrochée avec un truc qui lui transperce le cœur. Donc pas bien. Et là, il se dit bah merde, putain, les gens ils vont croire en plus que j'ai tué la fliquette, quoi, c'est moi, donc il faut que j'essaie de la sauver et tout. C'est n'importe quoi. La nana, non, faites rien, tuez pas mon cheval, parce que du coup, lui, il faut qu'il achève le cheval et tout. Alors, du coup, je vous dis, il y a des intrigues comme ça, des moments. Alors, je sais, ce qui a été reproché aussi à la série, c'est le côté en fait très soap opéra de l'intrigue, en fait. Ah ouais. Donc, déception. C'était diffusé sur quelle chaîne aux États-Unis, ça? Je sais même plus. C'est même plus une chaîne. Enfin, pour moi, c'est même pas une chaîne, mais du coup, ça doit être une chaîne. C'est la Paramount ou un truc comme ça qui fait ça. Je sais même pas si c'est une chaîne ou. Ça se trouve, c'est c'est peut-être sur un service de streaming. Ouais. En tout cas, une saison 2 a été signée et donc elle va voir le jour. Apparemment, ça a eu son petit succès. J'avais pas du tout entendu parler de ces trucs. Toi, Seb, t'en avais entendu parler? Oui, parce que Bastien m'en avait parlé. Mais du coup, non, regarde pas. Mais Kelly Riley à poil, nom de Dieu! On voit des screens, des vidéos, etc. Ça me fera gagner du temps. Et enfin, on va finir, les garçons, avec le petit documentaire recommandé par vos amis de Bug. Notre ami Robin Williams, Come Inside in My Mind et compagnie, HBO Productions. On fait donc un documentaire sur Robin Williams, pas le chanteur, hein, l'acteur de Jumanji et du Cercle des Poètes Disparus. Donc on peut dire que c'est un documentaire très sympathique, mais pas non plus exceptionnel. Après, il a le mérite de s'intéresser quand même beaucoup plus à lui en tant qu'humoriste de scène et compagnie, que plus à sa carrière d'acteur au cinéma, j'ai trouvé. On s'intéresse assez peu finalement à tous les films qu'on connaît tous. Donc ça, c'était plutôt bien vu. Moi, il y a plein de trucs que j'avais jamais vus dans le documentaire, donc j'étais content de les découvrir. C'est entrecoupé d'interviews récentes, donc des gens qui l'ont connu, de ses amis comme Billy Crystal, David Letterman. Il y a sa première femme aussi qui essaye d'expliquer le personnage Robin Williams. En plus, on rentre bien dans le vif du sujet, hein. On évoque forcément la part sombre du bonhomme avec l'alcool, les drogues et compagnie. Donc, c'est bien d'aller vraiment dans la vérité. En plus, on sent que c'était un mec, au final, j'ai envie de dire, qui était drogué à l'humour, qui avait besoin de faire rire les gens. Et c'est un petit peu ça qui l'a fait chuter à la fin de sa vie. Parce que ça, c'est un peu le drame d'un humoriste de vieillir, à la fin de ne plus forcément être peut-être dans le coup. Mais ouais, du coup, c'est quand même un documentaire qui s'intéresse au bonhomme, quoi. Et c'est en plus, Robin Williams, c'est vraiment le genre de mec que tu le vois dans le documentaire qui te bouffait une scène. Je pense que Seb va nous parler du coup effectivement la scène des Emmy Awards où il était sur scène avec Jack Nicholson et Daniel Day-Lewis, qui sont quand même deux putains d'acteurs, et puis donc lui est à côté, il n'a pas de prix. Bon, la scène est très drôle, mais du coup c'est lui qui bouffe totalement l'espace. Et c'est là où tu te rends compte de la dimension du mec, qui a d'ailleurs pas toujours été, encore que sur sur les dernières années de sa carrière, il a quand même pu avoir des rôles un peu plus différents. Mais je pense qu'il avait plein d'autres choses qui auraient pu être faites avec lui, et c'est un petit peu dommage du coup qu'il soit parti trop tôt. Mais ouais, c'est le mec qui pouvait te bouffer un espace et en même temps être le mec aussi totalement effacé, je pense, par rapport à des moments dans une salle avec d'autres gens. Et ouais, j'y ai pensé pendant le documentaire. En fait, Jim Carrey, c'est un petit peu maintenant la relève du mec un peu comme ça, humoriste, névrosé et compagnie. Et c'est dommage que les deux mecs, je crois, n'ont jamais rien fait ensemble. Ouais, peut-être peaufiner. J'ai vu une photo sur Google où les mecs.
Robin Williams aurait pu interpréter l'homme mystère dans le film Ouais. de Burton s'il avait fait Batman 3. Ouais. Voilà, donc c'était Ouais. pour l'anecdote amusante, comme ça, petite coïncidence. Mais il avait même été question qu'à une époque, quand Nolan faisait les Batman, que Robin Williams fasse un méchant. Alfred. Puisqu'il était déjà absolument formidable dans son Insomnia. Ouais. Et ouais, ça aurait été. Ouais, ça m'aurait fait carrément kiffer de voir Robin Williams dans un méchant dans un Batman de Nolan. Je pense qu'il aurait pu donner une putain de performance. Donc ouais, moi c'est un documentaire que je conseille si vous aimez le bonhomme, quoi. Et Seb, toi tu l'as vu aussi? Ouais, je suis pareil, je recommande parce que Robin Williams est formidable. Je m'attendais à un gros documentaire où j'allais exploser de rire et puis chialer un bon coup. C'est pas trop le cas, mais c'est vrai il y a plein de moments qui sont montrés que j'avais jamais vu, comme celle des Critics Awards et pas les Emmy, où il est absolument hilarant. T'as Jack Nicholson, puisqu'en fait il y avait que 3 nommés pour cette catégorie-là cette année-là. C'était donc Nicholson et Day-Lewis et Daniel Robin Lewis. Williams. Et donc il y a une égalité et c'est donc Robin Williams qui repart sans rien tout seul et Jack Nicholson l'invite à monter sur scène et le truc ça dure 10 putains de minutes quand même. Et il fait son show, je me souviens, ça c'est pas dans le documentaire, mais je me souviens que c'était le Graham Norton Show, une émission anglaise que j'adore. Il était là en 2006 pour le premier Happy Feet, il était avec Elijah Wood et ils sont partis dans un délire. Il te fait un monologue pas possible, il te fait un sketch complet sur Hobbitbourg. Parce que Elijah Wood disait que maintenant ça existait et t'as Williams qui se fout de sa gueule et c'était hilarant, le mec il était extraordinaire. Quand il est mort, il y a absolument tous les late night aux États-Unis qui ont rediffusé des extraits où il était de passage dans leurs émissions et à chaque fois il était extraordinaire. Le mec c'était une bête de scène quoi, il était absolument formidable et c'est ce que montre le documentaire. Donc ouais, on rit bien et puis il y a, comme disait Bastien, la face cachée du mec et tous ses problèmes, etc., ses démons, et donc ça reste très intéressant. Si vraiment vous êtes fan de Robin Williams, ça vaut le coup de le regarder le film. En plus, ils évoquent quand même son addiction au concombre et c'est assez. C'était une scène que j'attendais pas dans le film. Je me suis dit que t'allais oublier et j'allais te tomber dessus. Ouais. Bravo. Et n'oublions jamais, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que Robin Williams c'était quand même la voix du génie dans Aladdin quand même. Ouais, qui a d'ailleurs improvisé complètement. Ils ont dû retravailler le film derrière parce que genre le film fait 1h30 et il a enregistré des heures et des heures de matériel quoi. Donc ils ont retravaillé le film derrière pour s'adapter et prendre le meilleur de ce qu'a fait Robin Williams. Et d'ailleurs c'est putain, j'ai oublié son nom, merde. Dans la voix française qui le fait. Richard Darbois. Richard Darbois, voilà, qui est un génie absolu, qui a fait un travail absolument magistral pour le doubler, parce que il fallait suivre derrière quand même, et il n'y en a pas beaucoup qui auraient pu. Donc voilà, s'il n'y avait qu'une chose à recommander ce soir dans ce que je vous ai parlé, ce serait ce documentaire sur Robin Williams. Parfait. Eh bien, Seb, je sais que vu que tu es un grand fan de Robin Williams, si tu devais recommander un film dans la filmo de Robin Williams, mais pas un de ces trucs ultra connus, un film mineur, est-ce qu'il y en a un qui te... Ben, même avant que tu ne fasses cette remarque, j'aurais dit de Fisher King. Parce que je suis pas spécialement fan de Terry Gilliam, mais ce film-là, je l'adore, et la performance de Williams est absolument formidable. Il y en a un qui s'appelait en français, je crois, un truc du style Au-delà de nos rêves ou je sais Ouais. pas quoi. C'est bien ça. Que j'ai découvert juste après sa mort et qui parle justement de la mort. J'ai c'est pas ça. été super emballé par le truc. Ouais, je me souviens de la sortie du film et à l'époque ça m'avait intrigué. Bon, je suis pas allé plus loin que l'intrigue, mais. Ok, bon bah écoutez messieurs, je crois qu'on a fait le tour pour cette émission. On peut nous retrouver sur les internets, sur le Twitter de l'émission Bug le podcast, le compte officiel. Seb, tu es Grumpy Seb, je suis Alphonse Dadet. Et Bastien, est-ce que tu as un compte Twitter? Non, c'est totalement terminé tout ça. Maintenant qu'on est censuré, il n'y a plus de Twitter ou autre. Mais par contre, je lance un appel s'il nous écoute. Il peut nous rejoindre dans l'émission. J'ai vu qu'il avait des bonnes répliques. Eddie Mitchell, si tu nous écoutes, tu peux faire partie de Bug. Et on parlera pour la série Maniac de la laideur d'Emma Stone. Et on parlera des pieds carrés de Ryan Gosling, si tu veux, pour First Man, quand il marche sur la lune. Donc, Surtout que je suis pas foncièrement en désaccord avec Eddie Mitchell.
Parce que n'oublions jamais, être chômeur à son âge, c'est pire qu'un mari Eh non, trompé. mais non, c'est chanté. Donc on n'utilise pas un extrait du vrai morceau. Si tu nous entends, YouTube, c'est chanté. Donc voilà, bah écoutez, on a fait le tour. On va se diriger lentement vers la sortie. On va faire notre petit jeu habituel maintenant pour savoir qui aura le gage. Donc, honneur au talent, je commence. Donc, je vais commencer par Kevin Costner. Vas-y, Seb. Non, peut-être pas, en même temps. Chris Pine. Alors, donc, je rappelle juste les règles des auditeurs, les auditeurs au cas où vous débarqueriez. Je donne le nom d'un acteur, un autre doit donner le nom d'un autre acteur qui a joué avec le précédent. Et voilà. Et donc je dis Chris Donc, Pine. Chris Pine. Ok. Quel film? Dans le truc Jack Ryan, je sais plus comment il s'appelle en français. De Ryan Initiative ou Jack Ryan, Shadow Recruit, je sais pas comment ça s'appelle. Bref. Je vois. Moi, je dis Benedict Cumberbatch dans Star Trek Into Darkness. D'accord. Zachary Quinto dans Star Trek aussi. Ah, on a le droit de donner le même film ou pas? Je sais plus cette règle. Pas Tu dis sûr. Star Trek 1. Ah. Non, on n'a pas le droit de dire le même Bah, il film. est pas dans Star Trek 1, Cumberbatch. Ah, c'est vrai. Ah, t'es niqué déjà. Bah non, il avait pas précisé. Je dis regage pour Bastien la semaine prochaine. Ah non, c'est Tony. Attendez, on en est où là du coup? On a Tu- toujours tu un dis la Cumberbatch, hein, du coup. D'accord, ok. On a le droit aussi à Eteli ou pas? Non, je pense pas, non. Oh, putain, bah aussi, je vais citer Robert Downey Jr. dans Avengers Infinity War, je sais pas quoi. Ouais, Val Kilmer alors. Dans Kiss Kiss Bang Bang. Val Kilmer, vous dites? Bah, moi, je vous dis Robert De Niro dans Hit. Oh putain, là on est loin, on est facile. Oui, c'est vrai qu'il faut tuer le gars. Edward Norton dans The Game, je crois que ça s'appelait. Non, pas The Game, The Score. Bah Stan Lee alors dans Oh, Oh l'incroyable Hulk. Ouais, en même temps, C'est facile Stanley, avec ils ont Stan tous les- Lee. Bah oui. Alors, moi, je vais vous dire. Tu me dis Stanley. J'essaie de trouver un truc bien dégueulasse, mais. Je te dis Ben Affleck dans Mallrats. Ben Affleck. Eh bien, Jennifer Garner dans Electra ou je sais pas, Daredevil. Bah, Mark Ruffalo alors dans 30 ans sinon rien, grand film. Ah bah, moi, je vous dis. Ah oui, mais il faut que je dise le titre du film. C'est mieux. Bon, bah alors, on va dire. Sinon, je voulais dire Peter Krause, mais je me souviens plus du film. C'est avec Laura Dern aussi. Mais donc, je vais dire Jack Gyllenhaal dans Zodiac. Hugh Jackman dans Prisoners. Ah, putain, il y avait Paul Dano dans. Mais non, attends, qu'est-ce que je raconte moi? J'ai oublié les règles du jeu. Attends, Attends, parce qu'il a joué avec Paul Dano. Oui, mais dans Prisoners aussi. Il faut que je trouve un autre acteur qui a joué avec Hugh Jackman, mais pas dans Prisoners. J'ai oublié la règle. Attends, comment ça marche? J'ai complètement oublié la règle. Attends, un acteur qui a joué avec Jack. Ah oui, d'accord, un acteur qui a joué avec Jack Gyllenhaal, mais pas Anna Thaoué alors. Non, avec, Ouais, avec Hugh non, là, Jackman. t'es avec Hugh Jackman là. Ah, pardon, Hugh Jackman, bah alors je vais taper Famke Janssen. Comme ça, vous êtes niqué derrière. Oh. Qui était dans les 3 premiers X-Men, si vous voulez. Oui, n'importe quel. Bastien, c'est à toi. Ah, c'est à moi. Ouais, bah Ian McKellen dans X-Men 2. Ok, on peut aller loin comme ça. Ian McKellen, bah du coup, je vais. Attends, faut juste que je retrouve son nom. Tom Keenan dans Last Action Hero. Putain. Ah non, Tom Noonan, pardon, Tom Noonan. Voilà, c'est le nom Attends, exact il de a fait quoi Tom pour- Noonan encore Ah, Ah putain, bonne, bien, tu m'as niqué là. Et ben je vais devoir te laisser parce que je vois Tom Noonan. Putain, Tom Noonan c'est violent quand même comme truc quoi. Parce que je vois sa gueule dans plein de films, mais ouais, c'est ça. C'est exactement ça. mais. Mais dans quoi? Non, il est dans Hit, mais bon, on l'a déjà cité donc. Oui, et effectivement, il est dans Donc Hit. je vais pas reprendre. Bon, bah t'as perdu. Bah on va dire que oui parce que de toute façon je vais T'auras aller voir. un gage. Je vais aller voir sur IMDB pour essayer de te répondre malgré tout.
Il a fait quoi? Ah bah The Pledge. Mais bon, c'est Le triché. puisque c'est- sixième sens. Ouais, mais non, je voyais ça, mais après, est-ce que je me souviens de son rôle dans le truc? Non. Donc voilà, c'est perdu. Donc c'est Seb qui aura un gage pour la prochaine émission. Et voilà, bah, d'ici là, portez-vous bien, chers auditeurs, et puis on se retrouve très prochainement, d'ici probablement 15 jours. Alors, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Salut. Salut.